Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital général Adolphe Cissé, où nous allons nous entretenir avec le directeur général de cet hôpital. Il s'agit du docteur Lombert Chakirou. Avec lui, nous allons parler du fonctionnement de cet hôpital, singulièrement les urgences et quelques services qui font partie de cette grande structure hospitalière d'une capacité d'accueil de 600 lits. Docteur Chakirou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Avant, vous étiez directeur départemental. Vous êtes médecin, chirurgien. Est-ce que cette présentation est complète? Je pense que ce que vous avez dit est déjà suffisant, même s'il y a encore des choses qui n'ont pas encore été dites. Bon, en gros, j'ai roulé ma bosse un peu partout dans le pays. J'ai été dans la Likwala. J'ai travaillé comme directeur départemental, médecin-chef du district sanitaire, directeur de l'hôpital, cumulativement bien sûr, et chirurgien-chef. Après la Likwala, j'étais à Brazzaville, où j'ai travaillé également comme directeur départemental de la santé de Brazzaville. Et cumulativement avec mes fonctions de directeur départemental, médecin-chef de service de chirurgie à l'hôpital de Talangaï. Après Brazzaville, j'ai été envoyé à Oyo, où j'ai travaillé comme directeur de l'hôpital d'Oyo et en même temps chirurgien. Et après Oyo, j'étais à Makwa, où j'ai été affecté comme directeur de l'hôpital. Et bien sûr, à Makwa, j'ai pratiquement fait tous les services, de la chirurgie jusqu'en pédiatrie. Voilà ce que ma petite carte. Voilà, vous avez suivi la carte de visite du docteur Chakirou. C'est un monsieur qui connaît le Congo. Il a fait pratiquement la ronde de plusieurs structures sanitaires de ce pays. Mais ici, nous le recevons en sa qualité de directeur général d'un grand centre qui n'est autre que l'hôpital général Adolphe Cissé. Docteur Chakirou, pouvez-vous nous présenter l'hôpital Adolphe Cissé? L'hôpital Adolphe Cissé est un hôpital qui a été construit en 1930, qui a une capacité de 600 lits avec 35 bâtiments. L'hôpital Cissé comporte dans son sein les différents services. Avant de parler des services, il faut peut-être dire que l'hôpital Cissé est subdivisé en pôles. Il y a le pôle médecine, le pôle mère et enfant, pôle chirurgie et pôle médico-technique. Donc au niveau de tous ces pôles-là, quand on parle de la médecine, on voit tous les services qui sont de la médecine. Au niveau de la chirurgie, c'est également les services chirurgicaux. Voilà, côté personnel, peut-on connaître quel type de personnel existe à l'hôpital général Adolphe Cissé? Au niveau de l'ACC, nous avons des fonctionnaires, nous avons des contractuels, nous avons des décisionnaires et nous avons également des stagiaires. Alors, comment faites-vous avec les contractuels, les décisionnaires et les stagiaires? Il y a là 3 types d'agents. Oui. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu moyen de pouvoir intégrer tout le monde. Et ce type de personnel bénéficie donc de ce statut. Donc, en dehors des fonctionnaires qui sont directement payés par la fonction publique, il y a donc ce que nous appelons des contractuels, donc qui ont signé un contrat avec l'hôpital Cissé. Et les stagiaires, c'est ceux qui viennent passer leur stage ici. Mais il y a 2 types de stagiaires. Il y a ceux qui sont rémunérés et ceux qui ne sont pas rémunérés. Donc voilà un peu. Il y a ceux qui viennent pour un stage, ils passent le stage de 6 mois, 1 année, après ils s'en vont. Mais il y a ceux qui sont là, bon, qui ont renouvelé les stages, mais qui bénéficient quand même d'un petit apport pour leur permettre d'assurer leur transport. Docteur Chakirou, il y a un problème qui se pose partout au Congo, dans les centres de santé et dans les grands hôpitaux. Il s'agit des urgences. Les urgences. Parlez-nous un peu des urgences. Les urgences sont pointées du doigt. Bon, vous savez, les urgences, nous avons 2 points de chute
au niveau d'un hôpital. Il y a ce que nous appelons les consultations externes, où les malades viennent la journée. Bon, il y a ceux qui souffrent de certaines pathologies qui ne demandent pas nécessairement une urgence. Et puis nous avons les urgences, là où nous avons les urgences chirurgicales et les urgences médicales. Au niveau des urgences, c'est ceux qui viennent en situation de catastrophe. Donc, quand ils arrivent, immédiatement, ils atterrissent, les accidentés, ceux qui ont fait les AVC, et ceux qui sont tombés, ceux qui ont fait des convulsions à la maison. Bon, bref, c'est ceux qui viennent à l'hôpital dans une situation difficile. Et quand ils atterrissent au niveau de l'hôpital, ils sont orientés directement au niveau des urgences. Et quand ils arrivent là, par rapport à leur pathologie, ils sont orientés soit au niveau des urgences chirurgicales, soit au niveau des urgences médicales. Et c'est là qu'ils sont pris en charge. La population se plaint du fait que lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, elle est souvent négligée. On exige d'abord de payer à la caisse. Vous vous retrouvez? Bon, dire que les malades sont négligés, c'est quand même trop dire. Il y a un circuit bien établi, ce que nous appelons le circuit du malade. Un malade, quand il arrive dans un circuit normal à l'hôpital, doit s'acquitter d'abord de ses droits. Ça, c'est au niveau des consultations externes. Après s'être acquitté de ses droits, on prend place dans la salle d'attente et on attend donc son tour. En attendant son tour, il y a donc plusieurs, on peut être orienté en ophtalmo, on peut être orienté en oreille, en chirurgie, en cardio, bref, il y a donc tous les services. Au niveau des urgences, quand on arrive, généralement, déjà un malade grave ne vient pas seul, il vient avec les parents. On prend directement le malade en charge, mais bien sûr en demandant aux parents d'aller s'acquitter de ses droits au niveau de la caisse. Cela ne veut pas dire qu'on refuse de prendre le malade. On prend d'abord le malade en charge et on demande aux parents d'aller s'acquitter de ses droits. Nous sommes donc obligés de faire une ordonnance, remettre aux parents qui vont chercher les produits au niveau de la pharmacie et puis commencer. Mais nous avons au niveau des urgences également ce que nous appelons les trousses d'urgence. Les trousses d'urgence, on peut commencer à prendre en charge le malade en attendant à ce que les parents viennent avec les médicaments. Docteur, il y a aussi un fait qui est décrié au niveau de la population, les poches de sang. Quand un malade arrive, s'il n'a pas les moyens, par manque de sang, il meurt. Alors que dans la ville de Pointe-Noire, je n'indexe personne, il y a plusieurs fois des campagnes de prélèvement de sang. Comment l'hôpital général Adolphe Cissé peut-il manquer de sang? Bon, pour le problème de sang, vous voyez que le sang, c'est un produit rare et un produit très précieux. Le sang n'est pas produit au niveau de l'hôpital Assissé, mais le sang est produit au niveau de la banque de sang. Nous savons qu'au niveau de Pointe-Noire, il y a la Fondation Makwila qui fait un grand effort pour pouvoir produire du sang et le disposer au niveau de la banque de sang. Et toutes les formations sanitaires peuvent donc s'approvisionner au niveau de la banque de sang. Quand il y a un malade qui souffre d'une anémie sévère, on prescrit donc le sang. Les parents vont donc chercher le sang au niveau de la banque de sang. La banque de sang, ce n'est pas une structure directe de l'hôpital Assissé, c'est une structure du ministère de la Santé, mais qui est à côté de l'hôpital Assissé. Alors, quand une personne bénéficie d'une poche de sang, la personne en question doit chercher soit des parents, soit des connaissances pour faire le prélèvement du sang pour renouveler le stock. Mais qu'est-ce que nous constatons? Une personne qui a déjà bénéficié du sang, au lieu de faire un effort de pouvoir donner du sang au niveau de la banque de sang, la personne, quelquefois, surtout au niveau de la pédiatrie ou dans certains services, attendent quelquefois la nuit pour fuir sans pourtant donner du sang au niveau de la banque de sang. Un autre problème, c'est l'oxygène. Par le passé, on a vu des enfants mourir
par manque d'oxygène. Est-ce que l'hôpital ne peut pas s'arranger par le truchement de la tutelle qu'est le ministère de la Santé et de la Population pour essayer de remédier à ce problème? Bon, le problème de l'oxygène, c'est un problème sérieux. Un problème sérieux. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de malades qui viennent à l'hôpital en situation de détresse respiratoire. Mais quand on est en détresse respiratoire, le premier produit que l'on doit administrer, c'est de l'oxygène. Mais l'oxygène, l'hôpital ne produit pas de l'oxygène, malheureusement. L'hôpital achète l'oxygène à air liquide. Et à air liquide, un obus d'oxygène, il y a deux qualités, de 7,5 mètres cubes qui coûte 38 660 et un autre de 7 mètres cubes qui coûte 36 000 et quelques. Mais quand ce produit arrive au niveau de l'hôpital, quand il y avait la subvention de l'État, on le faisait à 25 000. Maintenant qu'il n'y a plus de subvention de l'État, on veut le vendre au même prix. En gros, pas le vendre, mais le céder plutôt au même prix d'achat. Si ça a été acheté à 38 000, nous le vendons à 36 000. Le malade supporte maintenant tout. L'hôpital, c'est comme une entreprise, c'est pas une entreprise, mais comme une entreprise, l'hôpital va tomber. Si l'hôpital doit supporter l'oxygène de tous les malades. Déjà, une bouteille d'oxygène coûte 38 660. Mais là encore, l'oxygène qui est vendu pas en hors taxe, mais en TTC. Donc, il y a la TVA et le centime additionnel, y compris le transport à l'intérieur. Mais au niveau de l'hôpital, nous ne comptabilisons pas ça. Si bien que, par bouteille d'oxygène, puisque nous passons la commande 2 fois dans la semaine, à raison de 50 obus d'oxygène par commande, et quand nous livrons l'oxygène aux malades, l'hôpital perd par commande 1 million de francs CFA. Donc, dans la semaine, l'hôpital perd 2 millions de francs CFA. Puisque l'oxygène qui est cédé en hors taxe et non en TTC. Je ne sais pas où est-ce que nous allons arriver si on continue avec cette façon de céder l'oxygène en perdant 2 millions de francs CFA par semaine. L'hôpital a un projet, parce que continuer comme ça, là, c'est quand même difficile. Il faudrait qu'on puisse obtenir un générateur d'oxygène. Le générateur d'oxygène, ce n'est pas avec les 1000 francs que l'on pourra l'avoir, mais ça coûte de millions. Ça coûte de millions. Donc, ceci est dans notre plan d'action, acquérir une unité de production d'oxygène. Docteur Chakirou, parlons un peu du plateau technique de l'hôpital ACC. L'hôpital ACC a un service de radiologie. Chose curieuse, il y a des malades de ACC qui vont faire la radio ailleurs. Donc on n'a pas confiance en la radio de ACC. Bon, dire que l'hôpital ACC a un service de radiologie et les malades vont faire la radio ailleurs, c'est pas qu'il n'y a pas un service. L'hôpital ACC a un service de radiologie, certes. Mais au niveau du service de radiologie, en gros que nous appelons imagerie, on devait avoir la radio et on devait avoir également le scanner. Malheureusement, il n'y a pas de scanner ici. Nous n'avons que la radio, mais nous n'avons pas de scanner. Nous sommes un hôpital général, donc ça veut dire que le plateau technique d'un hôpital général n'est pas encore celui-là. Nous devons donc faire un effort, grand effort, parce que tout le monde sait, le scanner, ce n'est pas un thermomètre, ce n'est pas le coût d'un thermomètre. Nous devons acheter le scanner à coût de millions, beaucoup de millions. Et là, nous avons également, au moment où nous vous parlons, nous sommes sur la piste de pouvoir doter l'hôpital ACC d'un scanner moderne. Ce qui serait d'ailleurs bénéfique pour la population. Justement. Parce que le scanner à Pointe-Noire coûte les yeux de la tête, l'examen de scanner. Justement. Docteur, toujours dans l'imagerie, nous avons l'échographie. Nous voyons, il y a des particuliers qui ont déjà l'échographie 4D. Où en sommes-nous avec ACC?
Mais Assisé n'est pas en retard. Assisé n'est pas en retard. Nous avons également au niveau du service de l'imagerie, là-bas également on fait les échographies, et nous avons les échographes modernes donc, qui font exactement ce type d'examen dont vous venez de dire tout à l'heure. Donc, l'hôpital Assisé n'est pas resté en retard. Nous sommes sur la course. Docteur Chakirou, parlons maintenant de la prise en charge des malades admis à l'hôpital. Quels sont donc les droits et les devoirs du malade hospitalisé? Un malade hospitalisé, quand il arrive, il est pris en charge par le personnel de santé. Le malade a un droit, a également des devoirs. En commençant par les droits, le malade doit être consulté en premier lieu. Le malade doit bénéficier des services de l'hôpital. S'il s'agit d'aller au niveau du laboratoire, on le fera. Si c'est un malade à opérer, il sera opéré. Si c'est un malade qui a été envoyé dans des services cliniques, il sera pris en charge là-bas, que ce soit en diabéto, en gastro-entérologie ou dans d'autres services, il sera pris en charge là-bas. Maintenant, tous ces services ne sont pas gratuits. Ces services ne sont pas gratuits. Il y a une tarification, il y a une nomenclature au niveau de l'hôpital pour que le malade puisse payer ses droits. C'est ce qui fait vivre l'hôpital. C'est avec ça que nous achetons les réactifs, c'est avec cet argent que nous achetons le matériel technique, c'est avec ça que nous achetons les films de radiologie également. Nous payons également le personnel, nous payons les travailleurs qui font l'entretien de l'hôpital avec cet argent. Donc, le malade, donc, dans ses droits, a le droit donc de pouvoir payer les services qui lui ont été fournis pour pouvoir permettre à l'hôpital de fonctionner. Docteur Chakirou, en dehors du plateau technique, qui n'est pas encore celui-là, digne d'un hôpital général tel que celui que vous dirigez, quels sont vos souhaits pour cet hôpital? Bon, nous savons tous que Rome n'a pas été conçu en un jour. Nous voulons voir cet hôpital, je vous ai bien dit que cet hôpital a été conçu en 1930. Les bâtiments sont vétustes, l'équipement est obsolète, ainsi que le plateau technique. Notre souhait, et c'est ce que nous allons commencer dans quelques mois, c'est de voir les bâtiments de cet hôpital briller comme si ça venait d'être construit et petit à petit équiper cet hôpital des outils modernes. Parmi les outils que nous voulons fournir à cet hôpital, il y a le scanner, il y a une unité de production d'oxygène, il y a les fauteuils d'hémodialyse, là nous sommes en train de réhabiliter le service de stomatologie, il y aura également une prothèse dentaire et fournir également un scanner, comme vous avez dit, en 3D au niveau du service de la maternité. Voilà ce que nous avons promis fournir à l'hôpital pour l'année 2022. Docteur Chakirou, on a failli oublier un point important, les corps en dépôt. Les gens meurent dans des centres de santé privés, dans certaines structures de la place étatique, mais la mort est déclarée à l'hôpital général Adolphe Cissé. Donc l'hôpital est devenu une poubelle? Ce problème, c'est un problème sérieux pour nous. Vous voyez que nous sommes un hôpital public, nous pouvons repousser personne. Il y a autour de l'hôpital Assisé plusieurs formations sanitaires. Et pas seulement autour de l'hôpital, mais il y a également dans la ville de Pointe-Noire. L'hôpital reçoit les malades, pas seulement de la ville de Pointe-Noire, mais ceux qui reviennent également, quand vous entendez qu'il y a eu un accident sur la voie entre Doligé du côté d'un cas, les malades quittent les autres départements également, que ce soit dans la Bouéza, que ce soit le Niari, que ce soit la Lekoumou, qui viennent également à Assisé.
Les malades, quelquefois, sont graves, mais sont soignés à la maison ou dans les cabinets médicaux. Et c'est quand les confrères qui sont dans les cabinets médicaux, qui ont retenu le malade, de façon injuste d'ailleurs, je dis, constatent que la situation devient grave et veulent s'en débarrasser, mettre le malade dans un taxi et envoient à Assisi. Et quelquefois, avant d'arriver même à Assisi, le malade meurt en cours de route. Ou quelquefois, on a déjà constaté que le malade est mort. Mais peut-être qu'eux, ils ne peuvent pas poser le diagnostic. Alors, ils mettent le malade dans un véhicule et l'amènent à l'hôpital Assisi. Mais généralement, quand ils viennent comme ça, ils atterrissent au niveau du service des urgences. Et le constat qui sera fait immédiatement, c'est que c'est un corps en dépôt. Et ces malades, quand c'est comme ça, là, sont déclarés morts à Assisi. Pourquoi vous entendez là, dans les communiqués écologiques, tel malade qui est mort à Assisi, tel malade qui est mort à Assisi. Mais ce sont les malades qui, en gros, qui ne sont pas morts à Assisi, qui sont déjà morts à l'extérieur de Assisi, mais qui viennent au niveau de Assisi parce que c'est une structure de l'État, une structure publique. Et le constat qui est généralement fait, c'est que le malade était déjà mort avec déjà l'extrémité froide. Donc, ils arrivent très en retard et ne peuvent pas bénéficier des soins. Il y a également un autre problème, ce n'est pas le problème de ACC, c'est pratiquement dans plusieurs hôpitaux du Congo, les hôpitaux de base et certains hôpitaux généraux. C'est-à-dire quand une personne meurt, on ne prend pas le temps de réanimer directement, on envoie à la mort. Et après, quand les gens vont pour reconnaître leur corps, ils sentent que la position qu'on avait laissée le mort n'est plus la même. Ça veut dire que la personne n'était pas encore morte. Mais pourquoi on ne réanime pas quelqu'un avant de le déposer à la morgue? Bon, vous savez, il y a certaines situations où c'est difficile de répondre un peu à cette question, parce que ceux qui disent que le malade était dans une position et qu'on est allé le retrouver dans une autre position, et ça également, ce témoignage devait être fait peut-être en public pour qu'on puisse accepter que réellement c'était comme ça. Ça, c'est la façon aux gens de dire. Parce qu'on ne peut pas déclarer un malade mort seulement parce que le malade ne bouge plus. Il y a le diagnostic qui doit être posé. On doit vérifier le pouls du malade. Savoir que le malade n'a plus de pouls. Et ça également, ça ne suffit pas. On doit vérifier les battements du cœur. Vérifier si le malade a encore des battements du cœur. S'il n'a plus de battements du cœur, nous ne pouvons pas également nous arrêter là. On vérifie au niveau des yeux. Un malade, quand il y a la lumière, de façon normale, quand vous mettez la lumière au niveau de ses yeux, il y a la fermeture de la pupille, ce que nous appelons myose. Mais chez un malade qui est déjà mort, la pupille est dilatée, ce que nous appelons mydriase. Malgré le fait que vous faites passer la lumière, la pupille ne fonctionne pas. Et quand vous mettez un coton, un bout de coton au bout du nez, vous verrez que le coton là ne bouge plus, donc il n'y a plus de respiration. Donc cela donne à conclure que le malade, en gros, est décédé. En dehors de ça également, quand il est décédé déjà bien avant, vous allez constater que les extrémités sont froides. Cela donne à penser que le malade est décédé il y a déjà quelque temps. Mais quand le malade est admis à l'hôpital et quand il y a le malade ne respire plus, mais il y a la réanimation qui se fait. Il y a la réanimation qui se fait, il y a le massage cardiaque. Il y a le massage cardiaque et nous appliquons également les appareils pour déchoquer le malade. Et ça, il y a des malades qui peuvent avoir la chance de pouvoir revenir en vie. Mais par contre, il y a certains malades qui ont souffert pendant longtemps. Avec les maladies, par exemple, infectieuses, connues, quand ils sont comme ça, là, qui sont devenus cachectiques. Et quand ils meurent, quelquefois on se dit que quelquefois c'est un soulagement pour lui.
faire toutes ces manœuvres. On le fait toujours, mais très souvent, ces manœuvres ne donnent pas de bons résultats. Docteur Chakirou, êtes-vous fier des soins intensifs de ACC? Moi, en tant que directeur de l'hôpital, en tant que médecin, je peux dire que je ne suis pas encore fier. Je ne suis pas encore fier parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Déjà, en commençant d'abord par le bâtiment lui-même. Ce bâtiment tel qu'il est construit, il ne nous donne pas la possibilité de pouvoir créer un circuit du malade correct, comme cela se devait. En dehors de ça, il y a également le personnel. Nous n'avons pas un personnel qui est vraiment au top de la médecine. Dire que voilà, les gens, les urgentistes que nous appelons, on n'en a pas assez. Puis bien que nous avons un autre travail à faire, c'est répertorier ceux qui ont l'aptitude, les envoyer en formation pour venir servir au niveau du service des urgences. Docteur, il y a un autre problème. La nuit, quand vous arrivez à ACC, souvent les médecins qui prennent la garde sont les internes. Pourquoi ce problème? Pourquoi cette discrimination? Mais on ne peut pas, c'est pas une discrimination. Ici, il n'y a pas, en gros chez nous, on ne peut pas dire qu'il y a les internes. Les internes, ce sont des étudiants qui sont au niveau des internes, vous les rencontrez, nous les rencontrons au niveau, par exemple, du CHU, parce qu'il y a la faculté de médecine là-bas. Ici, chez nous, ils sont déjà médecins, mais ils ne sont pas spécialistes. Ah, ok. Ouais, ils sont médecins, mais ils ne sont pas spécialistes. Donc, médecins, ici, ce n'est que les spécialistes, on ne les rencontre pas dans toute la rue. Il y a beaucoup de formations sanitaires, les formations sanitaires, les hôpitaux de base du pays, qui sont animés rien que par les médecins généralistes que nous rencontrons ici, par exemple, la nuit, au niveau de la garde. Mais il n'y a pas que les médecins spécialistes. Chez nous, il y a les chirurgiens qui prennent la garde, il y a les gynécologues qui prennent la garde, il y a les pédiatres qui prennent la garde. Donc, au niveau des services sensibles, nous avons les spécialistes. Donc, il n'y a pas que les généralistes qui prennent la garde ici au niveau de la CC. Docteur Chakirou, aujourd'hui vous êtes directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé. Vous êtes médecin chirurgien. Est-ce que vous opérez toujours? Bon, mon dernier coup de bistouri remonte à 6 mois. Je suis arrivé, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'administration. Il faut mettre les choses d'abord en place avant de reprendre ma blouse verte pour le bloc opératoire. Donc, dès que tout sera mis au point, vous êtes prêt à repartir au bloc opératoire? Exactement. Docteur Chakirou, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez une préoccupation particulière? La préoccupation particulière, c'est de voir cet hôpital briller. Voir cet hôpital fonctionner comme un vrai hôpital général. Être doté d'un équipement moderne de diagnostic afin que cet hôpital puisse donner satisfaction à tous les malades qui viennent ici au niveau de notre structure. C'est ça ma préoccupation principale. C'est ça ma préoccupation principale, c'est par ces mots prononcés par le docteur Lambert Chakirou. Avec lui, nous avons parlé du fonctionnement de cet hôpital, des difficultés de cet hôpital, et le docteur a émis un souhait, c'est celui de voir cet hôpital briller et présenter des bons services à la population. Nous allons vous retrouver prochainement. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CD5 TV. Au revoir.